Nous allons d'abord parler de la République démocratique du Congo et la reprise des combats entre l'armée et le M23. Burkina Faso, procès Sankara, le verdict. Nous allons également parler de l'Afrique de l'Ouest, risque de famine selon la FAO. Et puis le FAO plutôt. Et puis on termine par le Togo. Les nouveaux membres de la CENI prêtent serment. Nos invités sont en place. Firmette Kouagbo, chroniqueur politique. Nous avons également Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, et Kofi Nayote Kondo. Lui, il est juriste. Chers messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. On commence par l'homme politique. Vous allez bien? Ça fait belle lurette, ça va? Je vais bien, monsieur Michel. Chers amis, je vais bien. Je salue déjà tous les téléspectateurs de New York TV. Germain Pouli, bonjour. Vous allez bonjour bien? Michel et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Firmette Kouagbo, chroniqueur politique, ça va? Mais et le centre de géopolitique internationale qui porte votre nom, il va bien? Ouais, il va bien. Bonjour Michel, merci de m'avoir invité. Le centre, ça va bien, on est dans nos petites activités, donc ça va. Avec la grâce de Dieu, ça ira davantage. Donc on commence par la République démocratique du Congo, les combats entre l'armée et le mouvement rebelle M23 ont repris mercredi dans la province du Nord, Kivu, dans l'est de ce pays après une semaine d'accalmie. Alors, Germain Pouli, il faut dire tout simplement que le M23 est issu d'une ancienne rébellion Tutsi congolaise. Alors, ce M23 avait disparu entre-temps, mais on revoit le groupe rebelle. Pourquoi il est revenu? Ce groupe rebelle revient. Pourquoi il est revenu officiellement? C'est probablement pour se faire entendre. Et on sait que ce groupe reproche donc aux autorités de la RDC de ne pas respecter les accords de la démobilisation. Et vous savez qu'entre-temps, certains groupes armés avaient annoncé donc cesser toute hostilité, mais en échange avaient demandé certaines garanties. Et certaines conditions avaient été posées, notamment donc leur réintégration donc au sein des forces armées de la RDC. Autre condition aussi, la garantie qu'ils ne seront pas poursuivis. Donc entre autres, ils estiment que jusqu'ici ça n'a pas beaucoup avancé. Et donc, je pense, vraisemblablement, selon plusieurs observateurs, c'est pour cela qu'ils réapparaissent. Mais en même temps, il ne faut pas être naïf aussi pour dire que les groupes armés aussi vivent de ces attaques-là et qu'une telle descente aussi prend une autre tournure. Donc, à partir du moment où les populations sont traquées, certaines tuées, et à partir du moment où c'est une zone qui regorge également de mines à exploiter, donc ce n'est pas exclu que ces groupes-là reviennent aussi pour profiter de leurs sources de revenus. Mais c'est assez dommage. C'est assez dommage que rien ne se fasse, n'évolue sur ce terrain malgré tout ce qui a été signé comme accord, notamment avec les pays frontaliers comme l'Ouganda et le Rwanda, et desquels aussi une partie de ces rebelles-là reviennent donc pour attaquer la RDC. C'est un peu dommage que la paix donc dans ce pays-là, malgré aussi les dispositions du gouvernement qui ont essayé de mettre une partie de ce pays en état de siège, donc avec la nomination de plusieurs gouverneurs militaires de la police, la paix ne semble pas du tout revenir dans cette partie de la RDC. Alors, Kofi Nayote Kondo, cette rébellion a été vaincue en 2013, si ma mémoire est bonne. Elle est revenue en fin d'année dernière avec d'autres revendications. Germain Pouli a essayé de peindre cela. Il reproche également, ou bien elle reproche la rébellion, elle reproche donc à la RDC de ne pas tenir ses engagements sur la démobilisation de ses combattants. Alors, cette nouvelle guerre, les conséquences, selon vous? En fait, vous savez, le M23 était un mouvement qui
qui était en train de déstabiliser la quiétude et puis perturber le sommeil de la RD Congo. Et depuis lors, moi je pensais même que les sommités de l'ONU auraient perçu ce danger venir, même si la rébellion a été vaincue en 2013, élargir les prérogatives de la force onusienne chargée de maintenir la paix pour que cette mission puisse agir au-delà de la RD Congo, couvrir l'Ouganda, le Rwanda et consorts pour pouvoir synchroniser le terrain de champ de cette force-là afin de pouvoir pacifier les trucs. Et donc, du moment où ça n'a pas été fait et que l'ancienne représentante de l'ONU qui gérait la force a fait au moins presque 10 ans et a rendu le tablier et on a vu des milliards de fonds qui ont été dépensés sans qu'il y ait véritablement des résultats probants. Je crois quand même que la dame qui a été nommée aujourd'hui doit pouvoir prendre la mesure des choses et demander qu'on élargisse ce champ d'action afin de pouvoir évaluer et analyser les tentacules de cette force dans les autres pays et pouvoir analyser. Parce que si c'est seulement en RD Congo, ça ne pouvait même pas permettre parce que les forces ne sont pas armées sur le territoire congolais. Ils viennent du Rwanda, de l'Ouganda et consorts et chacun des pays renvoie les accusations qu'on leur porte à leur niveau. Les conséquences seraient que vraiment le Congo sera encore perturbé pendant un moment et c'est des milliers de personnes qui seront jetées dans les rues. Les gens vont chercher les asiles. Malheureusement, on va trouver des fonds pour dire qu'on assiste les réfugiés, les réfugiés politiques et tout ça. Je crois que nous devons arrêter l'hémorragie quand c'est possible. C'est ce que le président Tshisekedi doit arriver à faire appel pour qu'on puisse vraiment synchroniser le champ d'action et puis la force de cette rébellion-là pour ne pas perturber davantage le Congo. Affirmez Kouagbo, comment arrêter l'hémorragie puisque entre-temps, la RDC avait accusé le Rwanda d'être derrière le M23, ce que Kigali aussi a démenti véritablement. Comment arrêter l'hémorragie du M23? Non, comment arrêter l'hémorragie? Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu la manière dont Kabila, père Désiré Kabila, je pense qu'on l'appelle, Désiré Kabila était arrivé au pouvoir. Il était arrivé au pouvoir grâce aux armes, grâce à un certain nombre de rebelles. Et il est reparti comment? C'est parce qu'il n'avait pas pu respecter un certain nombre d'engagements pris vis-à-vis de ses frères d'armes ou vis-à-vis de ceux-là qu'il avait aidé à arriver au pouvoir. Donc aujourd'hui, celui-là qui avait pu essayer de calmer les choses, c'était Joseph Désiré Kabila en 2013. Il est parti aujourd'hui et c'est Tshisekedi qui est là, qui est au pouvoir. Et entre Tshisekedi et Joseph Kabila, ça ne colle plus. Ça ne colle plus, c'est le plus commandant. N'oubliez pas que Joseph Kabila, c'est un militaire. Et que la manière dont Tshisekedi l'a dézingué, il n'arrive toujours pas à le digérer et il ne le lui pardonnera pas aussi facilement. Donc tout est possible en politique si... Quand vous voyez Joseph Désiré Kabila derrière peut-être... Non, je dis tout est possible. Tout est possible si politiquement... Joseph Kabila plutôt. Politiquement, Joseph Kabila se dit avoir tout perdu, étant un ancien militaire, ayant encore des amis dans cette rébellion-là, pourquoi ne pas tirer un certain nombre de ficelles pour mettre à mal la gouvernance de Tshisekedi? Tout est possible. Donc Tshisekedi doit savoir que pour que les choses puissent aller normalement et de façon plus pacifique, il va falloir qu'il essaye un dialogue avec le M23 pour les écouter et arriver à satisfaire un certain nombre de leurs doléances. Sinon, à cette allure, sur le plan sécuritaire, cela va lui être difficile. Alors que nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Ouais. S'il va falloir gagner la présidentielle, ça va être à l'année prochaine. Ça peut peser dans la balance. Et ça peut peser dans la balance. Si le pays, sur le plan sécuritaire, n'est pas au point, il va lui être difficile de se positionner devant les électeurs et de leur dire accordez-moi encore votre confiance. Donc la meilleure des choses qui lui serait beaucoup plus facile à faire, c'est d'appeler le M23 et de discuter avec eux, de ne pas aller en force avec une certaine violence
violence parce qu'il va perdre. C'est possible que Joseph Kabila puisse toujours nourrir ou puisse même réveiller le M23 parce qu'on ne sait pas, pourquoi c'est à quelques heures ou à quelques mois de la présidentielle que ce groupe-là se réveille et parle encore des revendications qui n'ont pas été satisfaites. Parce que pourquoi ce groupe ne l'a pas fait peut-être en 2019, peut-être en 2020 et que c'est maintenant on se réveille pour parler encore de ces revendications qui peut-être parmi certaines d'entre elles avaient été déjà satisfaites. Donc il va falloir que Tshisekedi voit la situation avec une certaine hauteur d'esprit qui ne verse pas dans l'émotion et en cela il pourrait gagner la bataille. Parce que la conséquence va être l'autre. La première conséquence, c'est que son pouvoir va être déstabilisé. N'oubliez pas, tout ce qui est en train de se passer en ce qui concerne la lutte contre la corruption que Tshisekedi est en train de mener là. Donc, il y a des politiciens qui ne seraient pas du tout d'accord et qui ont... et qui peuvent alimenter également toute rébellion, pas forcément le M23. Pas seulement le M23, mais toute rébellion qui pourrait mettre mal à l'aise la gouvernance de Tshisekedi. Donc, il va falloir que Tshisekedi, on sait qu'il n'a pas été un grand politicien, mais il faut qu'il apprenne à le devenir. Le dialogue avec le M23, dialogue peut-être sous l'égide, on ne sait pas, d'un autre pays, l'Angola ou un autre pays de la sous-région, ça va être peut-être la solution, Germain Pouli? Ouais, il faut dialoguer avec le M23. Je pense que ça va être la solution, c'est le dialogue, parce qu'on constate que c'est plutôt l'option militaire qui a été prise par le président Tshisekedi en nommant donc ce militaire-là et ses chefs de police un peu partout dans l'est donc de son territoire, au sud Kivu également et dans l'Ituri. Et donc il a replié les responsables civils, il a nommé des militaires et des chefs de police, ce qui veut dire qu'il est dans l'optique de la guerre. Il ne veut pas aller aux négociations. Ça peut être un choix si cette armée avait justement les moyens de combattre ces rebelles, parce que ce qui s'est passé avec les nouveaux affrontements, il s'agit d'une reprise de 3 localités qui avaient été prises donc à l'armée de la RDC. Donc aujourd'hui, c'est qu'on récupère un territoire qu'on avait perdu, et il se fait que cette armée-là n'est pas aussi qualifiée, n'est pas aussi disponible. Puis en son sein, il y a des brebis galeuses aussi qui ne facilitent pas le travail. Donc on reproche à plusieurs de ces chefs militaires là d'être beaucoup plus des hommes d'affaires. Donc ils sont nommés dans ces zones-là qui, au lieu de s'occuper des questions sécuritaires, s'occupent beaucoup plus à faire de l'argent, à faire du business et à reléguer donc cette question sécuritaire. Ce qui veut dire que le choix de la guerre n'est pas un bon choix, puisque finalement c'est pas efficace depuis plus d'1 an. Que cette partie de la RDC est dirigée par des militaires et des chefs de police, il n'y a pas d'évolution. Donc il faut forcément aller vers des négociations, et il faut choisir aussi les pays qui sont impliqués, parce qu'il ne sert à rien de rester d'accuser le Rwanda et l'Ouganda sans les associer véritablement donc aux négociations. Il y avait eu cet accord qui a été signé, l'accord cadre Addis Abeba, qui n'est pas totalement respecté. Est-ce que la RDC respecte sa part de contrat? On devra aussi voir par là et revenir à cela. Il faut forcément aller négocier. On comprend aussi la réticence du gouvernement congolais à accepter toutes les conditions des rebelles, parce que voilà des gens qui ont tué, qui continuent de tuer et qui veulent être intégrés facilement au sein de l'armée, qui veulent une amnistie, qu'on oublie tout ce qu'ils ont fait et qu'on leur garantit. Voilà, ça consacre vraiment l'impunité. Tout le monde se dit, je peux semer du désordre, et à la faveur d'un accord de paix, je retrouve ma place tranquillement dans la société, parfois avec tous les privilèges, dont juste ceux qui ont plutôt lutté aux côtés de la paix. Donc c'est un peu difficile, mais on reconnaît aussi les limites de ce choix militaire-là, parce que nous sommes là en face d'une armée qui n'est pas totalement sérieuse, qui n'est pas totalement équipée, qui n'est pas totalement engagée. Et cette mission de sécurisation-là va être encore très très difficile. La petite pause et on revient avec vous, chers invités, pour la suite.